j'aimerais bien revenir sur cette question du financement de la recherche et comment en fait ce financement il oriente la gouvernance de la recherche dans une certaine direction. L'IER a réussi à diversifier les financements. Comme je l'ai dit dans mon exposé, l'État était à 30%. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, nous ne sommes pas loin de 50% du budget total. Parce que, bon an, mal an, nous sommes entre 4 milliards et 5 milliards par an. Et l'État prend en charge entièrement les salaires des chercheurs et finance une partie du financement et des infrastructures. Donc, c'est déjà un pas. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, l'État, à travers ses partenaires multilatéraux, à travers la Banque mondiale, finance des programmes que l'État même ne peut pas financer. Quand l'État n'a pas de disponibilité financière, c'est à travers donc, la Banque mondiale. C'est vrai, on ne peut pas dire que la Banque mondiale oriente la recherche, ce n'est pas ça, mais il y a des contraintes qui font que on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme si c'était un fonds qui venait directement du budget national. Tout simplement parce qu'il y a toute une série de non-objections qu'il faut chercher. Il faut écrire la banque, il faut avoir des non-objections, il faut également soumettre des projets à des gens qui ne sont pas toujours des spécialistes de la recherche. Et donc il faut accepter certaines critiques. Et il y a beaucoup de va-et-vient, comme je l'ai dit. Mais là où on a un peu de confort, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même d'autres bailleurs de fonds qui sont beaucoup plus flexibles. L'exemple des fondations, comme la fondation Syngenta, la fondation Novartis, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, qui est présidée par Kofi Annan. Il y a également les appels, les fonds qui sont obtenus à travers les fonds compétitifs, qui sont un peu plus flexibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'année dernière, nous avons pu mobiliser 1,5 milliard de francs CFA à travers les fonds compétitifs. Parce que nous disons que pour s'adapter à ce contrat de financement, il faut que les chercheurs eux-mêmes se mettent au travail, proposer des projets. Donc je pense que c'est un peu à travers ce genre d'exercice que nous arrivons à survivre. Mais l'idéal serait que l'État prenne en charge, comme l'a suggéré un des intervenants, 80% par exemple du financement. Et là, je pense qu'on pourrait mieux s'en sortir. Mais l'État aussi a ses priorités, il n'y a pas que la recherche. Tout est urgent dans un pays comme le Mali, la santé, tout est urgent, il n'y a pas de route. Vous dites que les nouveaux acteurs privés qui financent la recherche, comme Syngenta ou la fondation Bill et Melinda Gates, sont beaucoup plus flexibles. Ils sont plus flexibles. Flexibles dans quel sens? Les projets qui sont financés à travers la Banque mondiale, on a des contrats annuels. C'est-à-dire que vous avez un projet, un projet de 4-5 ans, son budget est mobilisé annuellement. Alors qu'avec AGRA, par exemple, pour un projet de 3 ans, on met les fonds de 3 années à votre disposition. D'un coup, la même année, on vous donne, si c'est 300 millions, on vous donne 300 millions dans votre caisse. Et à la fin des 3 ans, on vient évaluer. Il y a des suivis annuels, mais les fonds ont été mis à votre disposition pour les 3 ans. Mais est-ce que ça vous permet, par exemple, de faire des recherches sur l'élevage, cet argent de l'AGRA? Ou est-ce que c'est bon, chaque bailleur de fonds a ses domaines, a ses domaines de prédilection. AGRA, c'est la révolution verte, donc c'est vraiment c'est le sol et les cultures, essentiellement. Donc, sur l'élevage, il y a moins de bailleurs de fonds. Il y a très peu de bailleurs de fonds, en fait. C'est ça l'aspect, comme je l'ai dit. Si c'est des financements extérieurs, c'est sûr que quand quelqu'un vient, un bailleur de fonds vient dans un village, dans un pays, c'est sûr qu'il a des choses derrière la tête. Il a ses priorités à lui. Dans votre présentation, vous avez parlé des brevets et de la possibilité de générer de l'argent en détenant des brevets sur les produits de votre recherche. Vous avez également indiqué que l'IER songe étoffer son staff, son personnel, en incorporant des personnes qui sont spécialisées dans le droit des affaires. Donc ça, c'est une innovation institutionnelle importante.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment l'intrusion des brevets et de la propriété intellectuelle modifie les règles du jeu pour vous au niveau de l'IER? Oui, c'est vrai. Bon, je dois dire d'abord qu'on est en train d'apprendre sur les brevets. On ne sait vraiment pas grand-chose. Parce que étant service public, on a toujours mis des ordres de recherche à la disposition de tout le monde. Qu'il s'agisse des gens qui viennent à l'intérieur du Mali ou à l'extérieur. Parce que les gens ils peuvent prendre des variétés avec des paysans et puis aller faire des semences commerciales. Mais de plus en plus, avec la convention de Bangui et autres, on se rend compte que quand on veut développer un partenariat avec un privé, ce dernier exige que ce qu'on entreprend ensemble soit breveté. Parce qu'il y a des privés qui veulent faire des affaires avec nous. Il y en a qui veulent financer des actes de recherche sur le gombo, sur par exemple le tournesol, sur des variétés spécifiques, mais ils veulent protéger ce qu'on obtient. Alors nous disons, bon, c'est une bonne chose, nous allons protéger ensemble, mais il faut que la recherche, l'IER, puisse effectivement en bénéficier. Et vous savez, nous sommes des agronomes, donc on est tout le temps avec les producteurs, on est dans les champs, mais la protection c'est quoi? Comment on calcule ces ristournes? Comment suivre? Comment protéger? Donc tout ça, on apprend, on peut se faire avoir si on n'a pas de spécialistes. C'est pourquoi moi j'ai commencé à former des gens, des juristes. On voudrait même créer bientôt un service qui va s'occuper des brevets. Et quelles sont les implications de l'introduction de brevets comme moyen de protection pour vos innovations, les implications de ces brevets et d'autres formes de propriété intellectuelle comme les droits d'obtention variétaux pour l'accès qu'auront les paysans pour ces produits de la recherche? Comme je l'ai dit, nous sommes dans un début. Nous pensons qu'il faut protéger, mais ces implications peuvent être sournoises. Ça peut arriver un jour que les paysans aient des problèmes, je ne sais pas, mais ça, c'est des trucs qu'il faut suivre. Mais a priori, dans notre stratégie, c'est qu'il faut que les paysans, ceux qui ont des exploitations familiales, aient accès à ce que nous mettons au point. Et la protection, c'est vraiment pour les grands privés. Les grands privés, parce que les gens vont se faire de l'argent au niveau international avec ce que l'État a financé, il faut que cela retourne un peu à l'IER et cela permet aussi peut-être de mieux prendre en charge, en retour, les préoccupations des paysans ordinaires, ceux qui n'ont pas les moyens de financer la recherche. Bien. Et est-ce que je peux vous demander comment est-ce que vous avez vécu cet échange avec les paysans et les paysannes? Moi, je pense que c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Parce que vous savez que, contrairement à ce qu'on pense, nous cherchons le contact. Parce que tout le monde sait que l'agriculture est une science locale. On sait ce qui se passe là où on est, mais on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Nous sommes dans des stations, mais nous ne sommes pas avec le monde paysan. On apprend beaucoup des producteurs. Les questions que j'ai posées, c'est à peu près les mêmes questions qu'on me pose quand je suis devant les membres du conseil d'administration de l'IER. Il n'y a pas de différence. C'est ça qui est remarquable. C'est ce que je vous dis.